Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, un an après l'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, l'opposition fustige le manque de leadership malien. Au moment où s'ouvrent les négociations intermaliennes, nous recevons le président du parti de l'opposition et ancien ministre des Affaires étrangères, Thébilé Dramé. 3 mois après la visite du président tunisien Monsef Marzouki au Gabon, son homologue, le président Ali Bongo Ondimba, se rendra en Tunisie dès le 5 septembre. En juin 2014, des accords dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture avaient été signés. Et puis, première journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce vendredi, le Sénégal recevra l'Égypte dans un stade Léopold Sédar Senghor fraîchement rénové. Le stade avait été privé de matchs internationaux pendant 2 ans. Reprise des négociations intermaliennes à Alger, la capitale algérienne, ce vendredi 5 septembre 2014. Le statut de l'Azawad sera au centre des discussions, mais en ce premier anniversaire de l'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, l'opposition pointe les lacunes de la présidence. On en parle avec notre invité juste après ce sujet d'Ibra Radinjaï. Après 2 jours de report, le dialogue intermalien s'est ouvert ce jeudi 4 septembre à Alger, en Algérie. 4 commissions thématiques sont chargées d'auditionner des membres de la société civile en présence des autorités maliennes et des groupes armés. Au menu des discussions, plusieurs points d'achoppement, notamment la question essentielle du statut de l'Azawad. Nous assistons à des déclarations contradictoires sur la question du Nord. Un jour, nous ne négocierons pas avec les groupes armés. Un autre, on nous oblige à négocier avec des hommes qui ont pris des armes contre leur pays. En effet, les groupes armés et leur sort divisent les acteurs du conflit. Si le mouvement national de libération de l'Azawad a toujours refusé la participation à la table de négociation de certains groupes récemment formés, la multiplication de ces mouvements pourrait menacer cette rencontre d'Alger. Peut-être le seul problème, la seule fausse note, c'est que avec le temps, il y a plusieurs petits groupes armés qui se sont créés et qui voudraient participer aux négociations. Pour l'instant, on ne sait pas très bien quel va être le sort réservé à ces différents groupes armés. Le groupe MPSA a été créé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, quelle est la chance pour ce groupe d'être partie prenante à ces négociations? Donc on ne sait pas exactement de quelle manière le gouvernement malien va gérer ces derniers cas. Mais en tout cas, entre le MNLA, le MAA, et les premiers en tout cas mouvements qui avaient pris les armes contre l'État malien, ceux qui étaient en belligérance, aujourd'hui, moi je pense que tout le monde est dans un bon esprit pour aller à des accords définitifs. Des accords qui seront facilités par la présence des médiateurs de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, présents également à Alger. Et nous recevons justement sur ce plateau M. Thébilé Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères et président du parti de l'opposition Parena. Monsieur Dramé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est vous, quel regard, en tant qu'instigateur des premiers accords de Ouagadougou, quel regard vous portez sur les négociations actuelles qui viennent de reprendre? Mais il est heureux que ces négociations aient commencé finalement. Elles auraient dû commencer 60 jours après la formation du premier gouvernement du président Ibeka. Malheureusement, à force de tergiversations, d'atermoiements, de propos contradictoires, on a perdu énormément de temps qui a conduit au pourrissement de la situation et à la dégradation de la situation. Aujourd'hui, l'État malien est quasiment absent de la majeure partie du nord du pays. Donc, et sur les négociations, est-ce que vous vous montrez confiant, dubitatif? Écoutez, il est heureux que ces négociations aient commencé et il faut aller au bout, au fond de ce, parce que ce sont les questions de fond qu'on va aborder. Il est donc important, urgent, que les différents protagonistes, le gouvernement, les groupes du Nord, comme les représentants de la communauté internationale, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir à un accord à Alger. Alors, fin juillet, vous disiez, il est important que nous, opposition, fassions des propositions pour résoudre dans la durée la crise du Nord. Aujourd'hui, 1 an après l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, quelles sont vos propositions? Écoutez, premièrement, il y a eu l'accord préliminaire de Ouagadougou qui a posé des balises. Et ces balises disent intégrité du territoire national, unité nationale, forme laïque et républicaine de l'État. Il est essentiel que ce qui va se passer à Alger reste dans ce cadre-là. Maintenant, nos propositions sont très claires, très simples. Nous pensons que nous pouvons aller très loin et proposer que les gouverneurs des régions, pas seulement du Nord, les gouverneurs de toutes les régions du Mali soient élus par des assemblées régionales, elles-mêmes élues au scrutin proportionnel.
avec toutes les compétences nécessaires, ce qui permettra de mettre en œuvre le principe déjà contenu dans la Constitution du Mali de la libre administration des collectivités territoriales. Je crois que c'est important, l'élection des gouverneurs des régions par des assemblées régionales élues. Et je crois que si cette proposition est sur la table à Alger, ça permettra d'avancer. Et il est aussi important de ne pas s'accrocher aux mots, aux enveloppes. Il faut aller au fond des choses. Regardez exactement ce qu'il faut. Sur le statut de l'Azawad, est-ce que ça veut dire une autogestion ou est-ce que ça veut dire un État malien unitaire? Écoutez, il y a eu Ouagadougou. Il y a eu le principe de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale qui ont été acceptés par les groupes armés, par le gouvernement du Mali et par tous les acteurs internationaux qui ont co-signé l'acteur de Ouagadougou en tant que témoin. Dans le cadre donc de cet accord de Ouagadougou, il faut aller plus loin en proposant que des assemblées régionales élues au scrutin proportionnel, donc prenant en compte toutes les sensibilités, élisent des gouverneurs des régions, pas seulement pour les régions du Nord, mais pour l'ensemble du Mali. Vous savez, notre décentralisation qui a donné lieu à la création de 700 communes, pas seulement au Nord, mais sur l'ensemble du territoire national, est quelque part partie de la volonté du peuple malien de résoudre la crise du Nord à partir de 1992. Et du coup, quel bilan vous faites aujourd'hui de la politique menée par Ibrahim Boubacar Keïta? Ah non, c'est un bilan totalement négatif. L'année qui vient de s'achever est une année perdue pour le Mali, une année d'occasion manquée, une année totalement de gâchis. C'est une gouvernance. C'est une gouvernance. Nous avons eu droit pendant 12 mois à une gouvernance chaotique où l'emprise de la famille du président s'est serrée sur l'État, sur les institutions, sur l'administration, où les marchés publics de gré à gré ont été attribués dans des conditions absolument douteuses et opaques, où des dépenses de prestige telles que achat d'avions, achat de voitures de luxe, etc., rénovation de palais, rénovation de résidences, etc., c'est ça l'effet marquant. Pendant une année, on n'a entendu parler que de ça. Rien de concret n'a été réalisé. Regardez le Nord. Nous avons quasiment perdu le Nord à cause des politiques qui ont été menées depuis 12 ans, à cause des hésitations, des atermoiements, du manque de direction, du manque de stratégie, du manque de vision. Merci, et c'est un bilan qui est négatif de tout point de vue, malheureusement, et ce n'est pas réjouissant pour moi de le dire, mais c'est malheureux de constater que le Mali qui s'était effondré, qui ne s'est relevé que grâce à la solidarité internationale, que ce Mali, 12 mois après, se retrouve quasiment à la case départ. Et même... Entendu, bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur Dramé. Je rappelle que vous êtes le président du parti de l'opposition, le Parena, et que vous avez été ministre des Affaires étrangères. Merci, madame. Le Gabon et la Tunisie entretiennent leurs relations économiques. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba se rendra en Tunisie les 5, 6 et 7 septembre 2014. Au mois de juin, c'était son homologue Monsef Marzouki qui avait répondu à son invitation à Libreville. Guillaume Durand. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, en visite officielle en Tunisie du 5 au 7 septembre. Le chef de l'État doit rencontrer son homologue tunisien, Monsef Marzouki, et plusieurs conventions bilatérales doivent être signées entre les deux pays. Une visite qui illustre la bonne entente entre le Gabon et la Tunisie. En juin dernier d'ailleurs, c'est le président Monsef Marzouki qui se rendait au Gabon pour renforcer la coopération sud-sud. Les différents pays sont engagés dans des projets ambitieux de développement. Des programmes dits d'émergence, et que ces programmes-là nécessitent de nombreux investissements, tant financiers, techniques qu'humains. Et les différents pays n'ont pas les moyens à eux tout seuls. Donc il est clair que plus nous coopérons, plus nous mettons nos moyens ensemble, plus ensemble nous pouvons devenir riches. Or si nous restons cloisonnés, eh bien, on perdra chacun de son côté. À cette occasion, de nombreux accords avaient été signés. Le Gabon entend profiter de l'expertise de la Tunisie dans certains domaines comme la santé, l'éducation ou l'agriculture. C'est un accord cadre, c'est un accord de portée générale qui liste tous les domaines de l'agriculture dans lesquels nous pouvons avoir une coopération spécifique dans l'avenir. Pour l'instant, dans le domaine de l'agriculture, elles sont à construire. Et nous espérons pouvoir travailler avec la Tunisie dans les différents domaines de l'agriculture. Nous sommes venus ici au Gabon avec une forte délégation
qui couvre quasiment tous les secteurs d'activité. Et nous sommes venus parce que ici, nous avons une vision. Il y a un pays qui a une vision d'avenir qui est assez importante. Le Gabon et la Tunisie veulent mutualiser leurs énergies pour développer un courant d'affaires important, d'autant plus que le commerce interafricain est appelé à se développer. Du football pour terminer ce journal avec les premières phases éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 ce vendredi. À un jour du match contre l'Égypte, les Lions de la Teranga semblent confiants. Ce match aura pour eux une saveur particulière. Depuis sa suspension en octobre 2012, le stade Léopold Sédar Senghor n'avait plus abrité de matchs internationaux. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fofana. Ce vendredi 5 septembre, le Sénégal reçoit l'Égypte pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2015. En regroupement depuis une semaine, les Lions de la Teranga ont foulé mercredi la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor pour sa réouverture près de 2 ans après sa suspension. Le match face à l'Égypte sera donc un grand moment de retrouvailles avec le public sénégalais. La tanière est au complet, le moral des joueurs au beau fixe. Le public n'attend plus qu'un rugissement des Lions pour leur retour à la maison face au Pharaon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe. Et puis, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas joué ici au Sénégal. Bon, maintenant, on est en train de faire une préparation vraiment extraordinaire, quoi. On est très confiant par rapport à notre équipe aussi. Vraiment, on tient bien qu'on va gagner, Inch'Allah, quoi. On a une équipe jeune. On a une équipe vraiment, tous les jours, ils jouent dans leur club. Et c'est des joueurs expérimentés. Et puis, vraiment, ils ont vraiment avoir une grande efficacité pour gagner, quoi. Et puis les jeux, ils nous ont montré que vraiment eux, ils veulent bien la victoire, quoi. Donc on est confiant. Pour cette rencontre, les Lions auront de fortes affaires face au Pharaon d'Égypte. Une équipe rajeunie, mais qui reste encore une des meilleures du continent. Si on peut gagner par 1-0, moi je signe tout de suite. C'est pour te dire combien j'appréhende ce match-là. C'est que ça va être un match tellement compliqué parce que la moitié au moins des joueurs n'ont pas évolué sur ce terrain-là. Il y a certains, s'ils ont joué, ils n'ont que quelques sélections. Et l'équipe-là n'a pas encore montré de certitude pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, par exemple. Le Sénégal n'a pas battu depuis 2 ans une équipe du top 10 africain. Or, l'Égypte fait partie de ce top 10 africain-là. On a battu l'Ouganda, le Libéria, mais pour les grandes nations, on n'a fait que des matchs. Les Lions de la Teranga ont encore en souvenir leur élimination lors des phases éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, ils veulent faire oublier cette contre-performance, mais pour cela, il faudra d'abord battre l'Égypte et ensuite s'attaquer à la Tunisie et au Botswana. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.